Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, seconde et dernière partie de notre chapitre de géographie consacré finalement aux mobilités en France. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment envisager des mobilités et transports durables, sachant que au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire nous sommes le vendredi 5 juin, et c'est la journée mondiale de l'environnement. Et je suis sûr que vous n'en aviez pas entendu parler. Et oui, parce que tout le monde s'en fiche. De toute façon, en général, quand il y a une cause dont tout le monde s'en fout, on crée une journée mondiale de ça. Et du coup, ça donne bonne conscience. Mais il n'y a rien qui change. Hein, parce qu'il y a des journées mondiales pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais voilà, j'étais tombé sur ça dans mon calendrier. Là, c'est juste, il y avait écrit Fête des mères pour le dimanche. Et puis pour le vendredi, il y avait écrit Journée internationale de l'environnement. Mais je suis allé un petit peu feuilleter sur Le Monde ou sur les grands journaux, et il n'y avait même pas un seul article dessus. C'est dire si tout le monde s'en contrefiche. Bon, quoi qu'il en soit, euh, on l'avait vu la fois précédente, les transports ont quand même un lien assez important avec la question de la préservation de l'environnement, ne serait-ce que parce qu'ils représentent 30% des gaz à effet de serre émis en France. Donc ça, c'est au niveau du réchauffement climatique. Mais en plus, au niveau de l'environnement considéré comme un environnement local, eh bien, on commence à être au courant maintenant que notamment le transport automobile dégage des particules fines qui causent un grand nombre de décès chaque année dans les populations vivant en métropole. Donc, c'est pour ça que ce document d'accroche que j'utilise, c'est finalement comment développer des mobilités alternatives à l'automobile, notamment à travers le vélo ou le tramway, sachant qu'en plus, là, on est un petit peu sur le cas de ce qu'on peut appeler une plateforme multimodale, c'est-à-dire qu'on réunit plusieurs modes de transport à la fois, ce qui est assez malin, c'est-à-dire que pour le moyen trajet, vous prenez le tramway, et ensuite, là, vous louez un vélo pour faire les quelques centaines de mètres ou le kilomètre qui vous reste pour aller à votre travail. Parce qu'effectivement, chaque mode de transport a ses avantages et ses inconvénients, d'où l'intérêt parfois d'arriver à les combiner et dans un même déplacement, arriver à combiner deux, trois modes de transport différents. Alors, dans une première partie, on va voir comment adapter les réseaux aux enjeux de la mondialisation. Alors, il y a clairement en France une partie qui est très bien insérée dans la mégalopole européenne, c'est la partie est du territoire, et une partie plutôt délaissée. Et ça, c'est ce que l'on retrouve finalement aussi au niveau des réseaux de transport. C'est-à-dire que les réseaux autoroutiers et ferroviaires qui relient la France à ses voisins sont très efficaces, mais surtout sur la partie est-nord-est. On peut aussi le voir à travers de grands aménagements, hein, comme le tunnel sous la Manche, qui relie la France et le Royaume-Uni, ou le projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin, que vous voyez ici aussi. Regardez, je vais vous montrer un document justement qui montre un petit peu toutes ces infrastructures de transport en France. Alors la carte que je vous montre est tirée du site Le Livre Scolaire, que je vous recommande parce qu'il est très très bien fait, il y a énormément de ressources de qualité. Alors regardez, là c'est super parce qu'on a une légende interactive finalement. Donc déjà, voyons le réseau routier. Là, nous avons les autoroutes nationales. Et les autoroutes européennes, vous remarquez, sont dans la partie est, nord-est, et sont beaucoup plus nombreuses. Donc là, on a quand même un territoire qui est beaucoup mieux relié au reste de l'Europe que la partie ouest, nous inclus. Alors après, les transports, ce sont aussi les transports fluviaux, sans tant les oublier, mais il y a quand même du transport fluvial d'importance, notamment, je pense, le transport fluvial qui relie Paris au Havre via la Seine, sachant que Le Havre avec Marseille sont les deux ports mondiaux et européens. C'est pas tant que la ville du Havre est une grande ville, enfin je veux pas faire de la peine à Édouard Philippe, notre Premier ministre, qui souhaite aussi rester maire du Havre, mais bon, Le Havre c'est pas une grande ville. Par contre, c'est un grand port. C'est un grand port grâce au commerce fluvial justement qui permet de remonter jusqu'à Paris. Alors il y a aussi un certain nombre de tunnels, auxquels ils auraient pu d'ailleurs ajouter le tunnel sous la Manche.
Ensuite, le transport ferroviaire, donc les lignes grande vitesse nationales. Et on remarque un réseau, finalement, on l'a déjà vu, mais qui s'organise en étoile autour de Paris. Paris a quand même une place, alors que Paris n'est pas du tout au centre de la France. Ce serait plutôt ici. Limoges, en quelque sorte, serait le centre de la France. Mais le centre, en termes de réseau de transport, c'est incontestablement Paris. Vous voyez que toutes les routes semblent mener à Paris. Pour paraphraser la célèbre citation et l'adage, toutes les routes mènent à Rome, ou au Rome, c'est suivant vos goûts. Alors il y a aussi des lignes grande vitesse européennes, une allant vers la Belgique, l'autre allant vers le Royaume-Uni, en passant par le fameux tunnel sous la Manche. Un certain nombre de ports secondaires, bon, les routes maritimes, et enfin aussi le transport aérien avec ce qu'on appelle les hubs, sachant que les seuls hubs mondiaux, on les retrouve finalement à Paris aussi, c'est Paris Roissy-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Donc finalement, un réseau de transport qui se centre autour de Paris, qui est très bien inséré à la mégalopole européenne, mais qui du coup favorise la partie nord-est-est du territoire. Et pensez que quand on parle réseau de transport, ce n'est pas uniquement le transport routier. Là, on a le routier, mais là, on a le fluvial, là, on a le ferroviaire, et là, nous avons l'aérien. Alors maintenant, revenons donc à notre diapo. Nous avons finalement les régions les plus mondialisées de France, qui sont celles qui sont aussi le mieux pourvues en termes d'infrastructures de transport. Et une autre caractéristique de la mondialisation, c'est qu'on cherche à favoriser les déplacements, notamment en diminuant les coûts. D'où l'émergence de ce qu'on appelle les compagnies low cost. Low, c'est bas, donc c'est les compagnies à bas coût. Alors on parle surtout des compagnies à low cost pour les compagnies aériennes, avec la première d'entre elles Ryanair, même si on voit qu'il y en a eu un grand nombre qui ont vu le jour depuis, Norwegian, EasyJet, Vueling, Transavia, Volotea. Mais on peut aussi parler de compagnies low cost pour les compagnies de bus ou de train, notamment avec Blablabus qui a remplacé Ouibus ou Ouigo pour la SNCF. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le transport par car, qui était quasi agonisant en France, eh bien là est en plein développement du fait justement de son coût très très faible. Cependant, souvent, ces compagnies low cost vont s'installer dans des territoires ou des liaisons entre grandes métropoles. Et donc finalement, on favorise les déplacements d'une grande métropole à une autre métropole, mais difficilement finalement d'une métropole à son environnement proche rural. Alors, ces projets d'aménagement, par contre, ils peuvent connaître d'importantes oppositions. La plus médiatique ces dernières années, c'était l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc Notre-Dame-des-Landes en est pas loin de Nantes. L'idée finalement, c'était de faire un grand aéroport international pour toute la partie ouest, nord-ouest du territoire, qui éviterait finalement d'avoir à agrandir cet aéroport-là. Sauf que il y a une opposition très forte avec des personnes qui se sont installées sur place, créant une ZAD, zone à défendre, afin d'empêcher le projet de voir le jour. Alors c'est un projet très très ancien. Vous voyez que la ZAD a été créée dès 1974 et finalement la situation a duré, il y a eu énormément d'affrontements entre les occupants et la police. Des procédures d'expulsion ont été lancées, mais les occupants se sont réinstallés ensuite. Ils ont pu bénéficier d'un soutien assez important à l'échelle locale, à tel point finalement que pour essayer de s'en sortir, l'État a fait un référendum local, puisque uniquement les habitants de Loire-Atlantique
étaient amenés à se prononcer. Et la particularité, c'est que finalement, 55% des votants ont voté oui au projet d'aéroport. Donc là, vous voyez des gens qui étaient opposés, des gens qui étaient favorables. Donc le référendum a dit oui et ben en fait ça a été non. Ça a été non, le projet a été abandonné hein, parce que finalement l'opposition sur place était tellement forte que c'était un risque pour le gouvernement que la situation dégénère, qu'il y ait des blessés, voire des morts. Et en plus, disons, on va dire que les mouvements écologistes y étaient très défavorables. Donc c'était une façon finalement pour le gouvernement de prendre une décision soi-disant en faveur de l'environnement, en finalement arrêtant un projet qui leur aurait coûté de l'argent. Donc vous économisez des sous et en plus vous pouvez justifier ça au nom de l'environnement. Par contre, c'est sûr que la parole politique a été affaiblie parce que pour le coup, on a fait un référendum, on a demandé l'avis à la population et on n'a pas respecté cet avis ensuite. Regardez, le document 3 montre un petit peu les enjeux autour de cet aménagement. Le projet se justifie dans l'esprit de ses promoteurs par une logique d'aménagement du territoire. Il s'agit de donner à l'ouest de la France le grand aéroport international qui lui manque. Qu'il y ait besoin d'un nouvel aéroport sur un autre site que l'actuel, là est le débat. L'aéroport de Nantes-Atlantique, dont le trafic dépasse en 2012 3,6 millions de passagers, doit-il être abandonné? En 2013, dans un contexte de transition énergétique, au moment où la crise économique remet en cause la croissance des trafics aériens, ce grand équipement structurant pose question. Cet enjeu d'aménagement conflictuel représente, par son épaisseur temporelle, c'est-à-dire que depuis le temps qu'il dure, les jeux d'échelle imbriqués et la nature des acteurs impliqués. Une étude de cas exceptionnelle pour les géographes qui réfléchissent au rapport entre aménagement et développement des territoires. Effectivement, là, il est dit quelque chose d'intéressant. Ce texte, il date de 2013. Mais en 2013, la question se posait, est-ce qu'il faut favoriser le transport aérien? Question qui se repose aujourd'hui très fortement parce que le secteur aérien a été très durement frappé par la crise du Covid-19. Et la question se pose, est-ce qu'il faut défendre ce secteur-là pour des raisons économiques, pour des raisons d'emploi? Ou est-ce qu'il faut se dire que de toute façon, comme c'est le moyen de transport le plus polluant, le transport aérien, du fait de la transition énergétique, il va falloir qu'il diminue très fortement et donc autant le laisser là un petit peu s'effondrer maintenant parce que de toute façon, il faudra à terme qu'il soit très fortement réduit. Donc la question, elle est là. Hein. Moi, je suis là juste pour poser les questions, les enjeux. Vous ferez votre propre opinion là-dessus, mais c'est d'un côté préserver l'emploi, l'économie, d'un autre côté se dire que finalement, à terme, si la France souhaite respecter ses engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, il va lui falloir réduire son transport aérien. Et justement, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec notre deuxième sous-partie, réseau de transport et préservation de l'environnement. Parce que si on regarde effectivement depuis 2000, on voit que le transport aérien a connu une forte baisse. Le transport aérien en France pour les déplacements locaux. Ce qui peut un peu s'expliquer par les effets engendrés par les attentats de 2001 qui ont quand même touché assez durement le monde aéronautique. Mais on remarque qu'après la crise économique, progressivement, le transport aérien revient et en 2016, il était à peu près au même niveau qu'il était en 2000. On remarque que le transport automobile finalement connaît une petite augmentation, mais que les deux moyens qui connaissent la plus forte augmentation en France, ça va être le transport ferroviaire et le transport en autobus, autocar ou tramway. Donc plutôt des transports en commun moyennement polluants. Donc ça c'est plutôt une bonne chose quand on sait que les transports représentent 30% des gaz à effet de serre émis en France. Et en plus, le transport automobile génère du bruit et des émissions de particules fines dangereuses pour la santé. Alors il y a aussi des raisons
d'économie de temps. C'est-à-dire qu'en France, nous l'avions dit la fois précédente, mais un Français en moyenne passe 1 heure par jour dans les transports. Alors si on compare à la moyenne européenne, on remarque que la France en sort bien. Regardez la Grèce, c'est jusqu'à 13 heures. 13 heures, en plus, eux, ils ont calculé du lundi au vendredi, donc c'est considérable, c'est-à-dire 2h30 dans les transports par jour en moyenne. Bon, après, la question, c'est que là, on est au niveau des transports en commun. Donc finalement, ce serait intéressant de combiner ce document avec, qu'en est-il, du transport automobile. Est-ce que finalement on a 7 heures parce que on a un réseau de transport en commun très performant ou parce qu'on a un réseau de transport en commun peu utilisé? Voilà, la question se pose. Quoi qu'il en soit, de nombreuses métropoles en France se datent d'un plan de développement urbain, c'est-à-dire un PDU, plan de déplacement urbain plutôt, qui a en fait comme but de favoriser transport en commun, donc métro, tramway, bus et mobilité douce, marche à pied, vélo. Et en plus, certaines villes comme Paris mettent en place des systèmes de circulation alternée lors des pics de pollution. L'idée, c'est de faire en sorte que la voiture ne soit plus utilisée dans les métropoles. En revanche, eh bien, dans les espaces périurbains ou ruraux, l'automobile semble assez incontournable. Si vous voulez faire Puylaurens, Cuc-Toulza, vous n'allez pas prendre le métro, hein, parce qu'il n'existe pas. Donc vous avez le choix entre finalement l'automobile ou le car. Mais quoi qu'il en soit, ça restera un transport routier. Donc finalement, on peut après se poser la question comment mieux utiliser ce réseau routier, soit en mettant plus de lignes de bus, soit en favorisant par exemple le covoiturage grâce à des sites comme Blablacar qui vont mettre en relation. Et donc là, on peut se dire que finalement, les outils numériques peuvent être une solution pour justement essayer de mieux utiliser les réseaux de transport traditionnels. C'est-à-dire que si on regarde du coup le mouvement des Gilets jaunes qui a vu le jour en 2018, il a pris naissance du fait de l'augmentation du prix du carburant. Et on remarque que c'est essentiellement les espaces périurbains et ruraux qui se sont mobilisés. Parce que ce sont eux qui vivent finalement l'utilisation de l'automobile comme étant quelque chose d'indispensable et qui du coup l'ont vécu comme une injustice. C'est-à-dire, oui, les gens qui vivent en métropole, eux, ils ont d'autres solutions pour se passer de l'automobile, donc ils ne seront pas impactés par cette hausse du carburant, alors que ceux qui vivent en milieu ruraux, eux, n'ont pas le choix que d'utiliser l'automobile et donc du coup vont subir de plein fouet cette hausse du carburant. Et ça, c'est intéressant d'avoir un regard historique là-dessus parce que souvent, les grandes contestations sociales ont des raisons tout d'abord économiques, mais c'est pas tant de payer plus qui dérange le français, c'est le fait que l'on soit inégaux face à l'impôt. Et c'est ça qui cristallise la colère, tout comme ça a cristallisé la colère lors de la Révolution française. L'idée, c'était pas, bon, il fallait augmenter les impôts pour établir les finances, certes, mais comment dire aux tiers-états quand on augmente ces impôts si le clergé et la noblesse continuent de ne pas en payer? Et donc là, on a un petit peu cette même idée dans le mouvement des Gilets jaunes qui refusait que ce soit uniquement les territoires périurbains et ruraux qui soient pénalisés par cette hausse du prix du carburant, sachant en plus que ce sont déjà des territoires qui cumulent des difficultés avec une désertification des services médicaux, un taux de chômage plus élevé, des salaires plus faibles, etc. etc. Et ensuite, donc, se sont greffées des revendications politiques. Alors, lisons ce que nous dit Laurent Cailly, le géographe, à propos justement de ce mouvement. Il s'agit d'une mobilisation inédite et sans précédent. On comprend bien le mobile, la hausse du prix du carburant. Les ménages s'installent à contre-cœur loin des villes pour accéder à la propriété. Ce sont eux qui sont le plus impactés par la hausse du prix du carburant. Les ménages n'intègrent pas assez le coût de la mobilité en achetant un logement. Ils sous-estiment trop souvent le coût des déplacements. Les gens qui se mobilisent sont dépendants de leur automobile pour leurs déplacements quotidiens. Le budget essence est d'autant plus important quand on habite à l'extérieur des villes. Les ménages moins aisés ont déjà modifié leur comportement. Ils se déplacent moins le week-end, partent moins longtemps en vacances. De plus en plus, les gens rationalisent leurs déplacements
en s'arrêtant faire des courses en sortant du travail, utilisent le covoiturage, se mettent au télétravail. Il ne faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation des ménages. Beaucoup d'entre eux mettent déjà en place des stratégies. Les mobilités de demain sont à inventer. Les politiques doivent prendre en compte le périurbain en travaillant davantage sur les équipements, le développement économique et développer les transports en commun, notamment le ferroviaire. Voilà. Donc je pense, comme ce qui est dit là, que généralement les gens qui s'installent en milieu périurbain ou ruraux sont des gens qui n'avaient pas les moyens de toute façon d'accéder à la propriété et d'acheter un logement en ville, parce que c'est plus cher. Et donc si après, ce qu'ils gagnent en achetant une maison moins chère en périurbain, ils le perdent dans le prix de leur carburant, finalement, c'est le même problème. Et donc, là, il y a cette idée que pour prendre en compte le périurbain, on peut finalement essayer de réduire l'automobile, pas forcément en haussant le prix du carburant, mais en proposant des solutions alternatives, comme les transports en commun. Et notamment le ferroviaire. Et ça, c'est important parce que c'est une des questions notamment posées par la privatisation de la SNCF. Si la SNCF est privatisée, elle va favoriser les axes qui lui rapportent de l'argent. C'est une entreprise, elle veut faire de l'argent. Donc du coup, elle n'aura aucun intérêt à maintenir des lignes entre de petits villages qui ne sont pas habités. Et c'est d'ailleurs déjà le cas. Beaucoup de lignes ferroviaires ont fermé dans les espaces ruraux. Le problème, c'est que du coup, quelle alternative à l'automobile on laisse aux gens qui habitent ces espaces pour se déplacer? Donc là aussi, cette phrase est assez importante, les mobilités de demain sont à inventer. Effectivement, on a des adaptations, le covoiturage ou autre, mais de toute façon, il va falloir continuer à se déplacer au moins un minimum. Et donc, selon quelle modalité, ça reste encore à établir. Alors, dernière sous-partie finalement, en quoi le numérique permet de nouvelles formes de mobilité. Alors, l'idée c'est que la mobilité, ce sont les échanges. Ça s'appelle les échanges de personnes, mais aussi de marchandises ou d'informations. En ce sens-là, la révolution numérique, qui a permis une généralisation des nouvelles technologies d'information et de communication à la majorité de la population, a une part importante finalement dans l'idée de faciliter l'accès de l'information à tous. Pourtant, il ne faut pas l'idéaliser non plus. On voit que des zones sont mieux couvertes que d'autres. Là, c'est l'exemple de la 4G. Et sans surprise, on voit que ce sont les régions montagneuses et les zones rurales qui ne sont pas couvertes par la 4G. Donc certes, elles ont Internet, mais à un débit plus lent, à un débit plus faible. Et finalement, là où le numérique aurait pu réduire les inégalités, c'est-à-dire certes, tu ne peux pas te déplacer, mais grâce au numérique, tu peux faire du télétravail. Tu dois utiliser ta voiture, mais grâce au numérique, tu pourras covoiturer et donc diminuer le coût de ton déplacement automobile. Certes, c'est très bien, mais encore faut-il y avoir accès au numérique. Donc du coup, le numérique, certes, permet un tas de bonnes choses, favorise le télétravail, l'accès à distance de nombreux services. Vous n'avez pas à vous déplacer en préfecture ou à la CAF pour faire votre dossier, mais vous pouvez le faire directement sur Internet. Donc ça peut limiter les déplacements, le numérique. Je pense aussi à la vente sur Internet, qui réduit les déplacements des consommateurs. Mais encore faut-il pour cela que tout le territoire soit bien pourvu en couverture numérique, c'est-à-dire qu'il dispose de la 4G. Et on voit qu'aujourd'hui, alors qu'on parle déjà de la 5G, cette 5G, elle sera probablement, dans un premier temps du moins, uniquement dans les métropoles. Donc finalement, c'est dommage parce que le numérique, qui pourrait créer une sorte d'égalité entre les territoires, eh bien, en favorisant les endroits où il y a le plus de consommateurs, donc les métropoles, peut continuer à creuser ces inégalités. D'ailleurs, on appelle les zones blanches les zones qui ne sont pas couvertes par les réseaux numériques ou les réseaux de télécommunications. C'est pour cela que l'État et surtout les collectivités territoriales, comme les départements, font des appels d'offres pour favoriser la couverture numérique dans les territoires. Je pense notamment au département du Tarn. Le conseil départemental du Tarn communique énormément autour des efforts qu'il fait pour que tout le département soit doté de la fibre. Donc c'est une façon finalement de désenclaver les territoires à travers le numérique. Même si en termes d'infrastructures de transport,
ça reste enclavé, eh bien au moins le numérique permet une ouverture pour le télétravail, pour l'achat en ligne, etc., etc. Alors je vais terminer sur ça, c'est que, alors c'est très récent évidemment, mais on a remarqué que le Covid a eu un effet sur la façon dont les Français pensent le transport. Alors oui, pendant le Covid, évidemment, on ne pouvait pas sortir de chez soi, donc effectivement les déplacements ont été réduits. Mais là, il s'agit de l'après-Covid. Et on a constaté que finalement, certains réflexes, à petite mesure, ont été pris par la population qui, finalement, a pris l'habitude de réduire ses déplacements. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de ses achats. Bon, et la restauration et les loisirs, de nombreux lieux de restauration et de loisirs étaient encore fermés. Ça peut plus facilement s'expliquer. Mais les deux principales raisons pour lesquelles on se déplace, c'est pour travailler ou pour consommer. Et là, on voit que ce sont quand même deux types de mobilité qui se sont réduites. Donc, finalement, on a un début, peut-être, de prise en compte de la part des Français de la possibilité qu'ils ont de réduire leurs déplacements. Alors, à voir après si ça va durer. Là, on est sur quelque chose de très actuel, mais en même temps, c'est le propre de la géographie de s'intéresser aux phénomènes actuels. Quoi qu'il en soit, entre l'avant et l'après-Covid, d'après ce document, on voit une diminution de 5% des déplacements. C'est une petite tendance, mais une tendance néanmoins qui méritait d'être soulignée. Donc pour résumer l'ensemble de ce chapitre, en France, il y a beaucoup de mobilité à l'échelle nationale. Les étudiants qui vont dans les métropoles faire leurs études, notamment à Paris, le tourisme, au contraire, là, on va plutôt vers les littoraux et le sud, ou les migrations interrégionales du nord-est vers le sud-ouest. Il y a aussi beaucoup de mobilité à l'échelle locale, les migrations pendulaires, travail-domicile, voire les mobilités triangulaires, travail, domicile, supermarché. L'automobile reste le moyen de transport privilégié, 70% des transports sont faits en automobile. Les réseaux de transport s'adaptent à la mondialisation, mais accroissent ainsi les inégalités. Donc c'est les territoires qui sont déjà les mieux insérés, qui ont le plus fort taux d'emploi, les salaires les plus importants, qui bénéficient des meilleurs réseaux de transport. Pour préserver l'environnement, il est nécessaire de développer les transports en commun, les mobilités douces, ou de faire un usage plus collectif et plus raisonné de l'automobile. Et on pourrait ajouter aussi la réduction nécessaire du transport aérien, surtout à l'échelle locale, où le transport aérien peut être remplacé par le transport ferroviaire, routier, voire maritime. Dernier point, les mobilités incluent aussi les réseaux numériques, qui pourraient être une solution justement pour désenclaver les territoires, mais qui pour le moment renforcent les inégalités, puisque ce sont les territoires déjà les mieux pourvus en réseau, qui sont aussi les mieux pourvus en couverture numérique. Donc c'est déjà terminé pour ce petit chapitre de géographie. Le prochain qui s'intéressera à l'Afrique australe, c'est-à-dire le sud de l'Afrique, sera un petit peu plus long, mais ce sera le dernier chapitre de géographie. On le fera à la toute fin de l'année, parce que là, maintenant, nous allons repartir sur de l'histoire et travailler justement à ce qui se passe en France et en Europe au XVIIIe siècle. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.